Bonjour docteur. Bonjour Nassim. Docteur Frédéric. Tu peux m'appeler Frédéric. Ah, je peux t'appeler Tu Frédéric. peux m'appeler Frédéric. Ah, ok. Je voulais le faire un petit peu, tu vois, Un petit peu court, solennel, ouais, solennel. etc. Ouais. Très content de te recevoir Eh ben sur le écoute, podcast. merci pour ton invitation, je suis super content. Merci de l'avoir accepté. Donc tu es chirurgien plastique, pas esthétique. C'est la même chose, plasticien. Ah, ok. En fait, on dit chirurgien plasticien, ça c'est le terme générique. Et le diplôme, c'est chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique. C'est Ah le oui. nom officiel. D'accord. Et effectivement, j'étais tombé sur cette expression chirurgien esthétique parce qu'elle était un peu rentrée dans le langage commun. Ouais. Mais on préfère dire chirurgien plastique aujourd'hui. Bah, esthétique, c'est un peu connoté. Bah, l'esthétique, on sait tout ce que c'est, la chirurgie Bien sûr. esthétique. Et la chirurgie plastique, c'est un peu plus large que ça parce qu'il y a aussi l'aspect réparateur après des accidents, après les cancers, après des infections. Donc c'est un peu plus large, on va dire. Et ça fait combien de temps que tu fais ça? Ça fait petite quinzaine d'années. Petite. Petite. Ça commence à faire de la bouteille. Ah, ça commence à faire un peu de bouteille, ouais. Bon, si t'es là aujourd'hui, on peut parler plein de choses. Hein. Je pense qu'on va aborder plein de sujets, mais probablement celui par lequel on va commencer, c'est la peau. Ouais. La peau qui est peut-être l'organe le plus grand du corps, non? J'avais déjà entendu Plus ça. lourd. Le plus lourd? 7 kilos, je crois, si je dis pas de bêtises. Ok. Ouais. Et c'est un organe qui est primordial parce que sans peau, on peut pas vivre. On voit chez les patients, par exemple, qui sont les grands brûlés, on peut pas vivre sans peau parce que elle sert à nous protéger. En fait, c'est l'interface entre notre corps et l'environnement. C'est pas juste une enveloppe C'est pas qui nous juste une permet enveloppe. de contenir les muscles, etc. Pas que, c'est ça. Mais pas que ça, parce que la peau également, elle va permettre de réguler les échanges avec l'extérieur, la transpiration, la régulation thermique. Si on n'a pas ça, on peut pas vivre. Donc c'est un organe vital. Intéressant. Il faut pas le prendre à la légère. Il faut pas le prendre à la légère, effectivement. Le truc, c'est qu'aujourd'hui, si la peau, on s'y intéresse, c'est aussi beaucoup pour l'aspect esthétique et essayer de ne pas la faire vieillir plus rapidement que nécessaire. Ouais, effectivement. En fait, la peau, souvent dans les médias, même dans le grand public, ce qui nous intéresse, c'est les rides, le vieillissement de la peau. Absolument. Il y a aussi, au niveau santé publique, une problématique parce qu'on s'expose plus au soleil qu'avant, on part plus en vacances, etc. Et les cancers de la peau, c'est quelque chose qui augmente. Donc ça aussi, ça fait peut-être un peu moins parler de lui dans les médias, mais c'est un sujet vraiment de santé publique très important. Ouais. Le cancer de la peau, c'est uniquement dû à l'exposition au soleil? Non, pas Il y a uniquement. des facteurs génétiques Il y a plein de facteurs, des facteurs génétiques, des facteurs environnementaux, mais l'exposition au soleil, c'est un paramètre majeur. Et puis, bon, on peut faire passer un petit message de santé publique, Bien sûr. de se protéger du soleil. Mais on se protège du soleil pour diminuer les risques de cancer de la peau, mais aussi contre le vieillissement prématuré de la peau. On en parlera peut-être plus tard. Ouais. Bon, on va en parler même maintenant. Hein. Ah ben on en parle maintenant alors. Parce que les rayons du soleil, c'est les rayons UV qui ont une Ouais. incidence, qui vont accélérer le vieillissement de la peau, c'est ça? Ouais, exactement. Ok. En fait, la peau, elle est soumise au vieillissement naturel du corps comme tous les organes. On a un vieillissement et donc après peut-être on parlera des facteurs du vieillissement, Ouais, comment le complètement. prévenir, le ralentir, etc. Mais elle a une particularité, comme je te disais, c'est qu'elle est l'interface avec le monde extérieur. Et donc elle va être soumise directement aux agressions de la lumière, les UV, les ultraviolets, la pollution, etc. Et donc, en plus des mesures qu'on utilise pour prévenir du vieillissement de l'organisme, il faut rajouter des mesures spécifiques contre le vieillissement de la peau, notamment la protection, ce qu'on appelle la photoprotection. Donc, photo, c'est la lumière en grec. Hein. On peut faire un cours de grec. Et donc, l'utilisation, dès que l'indice UV est un peu important, au-dessus de 3, de crème solaire, de protection solaire, et puis de chapeau quand il y a beaucoup d'exposition, casquette, etc. Quoi. Et pourquoi on en a besoin? On pourrait penser que la peau est naturellement équipée pour se battre contre ce genre d'agression entre guillemets. Oui, alors bon. D'ailleurs, certaines peaux sont mieux équipées. Voilà. On n'est Surtout pas ça effectivement. On n'est pas tous égaux devant le soleil, mais même les sujets qui ont la peau noire, la peau foncée, quand même ont un vieillissement un peu prématuré avec des expositions solaires importantes. Et puis il y a autre chose, c'est qu'aujourd'hui on est tous dans aujourd'hui en 2025, il y a beaucoup de gens qui ont des peaux claires et qui vivent dans des endroits très ensoleillés parce que si tu remontes un peu aux explications ancestrales, mais aujourd'hui, on n'habite plus forcément dans son domaine, dans son isotope, non, comment on dit, dans son milieu naturel, entre guillemets. Et d'ailleurs, tu as un très bon exemple, c'est que les cancers de la peau, tu en as énormément en Australie et en Israël, où il y a des gens avec la peau claire qui ont émigré vers des pays très ensoleillés. Et on voit que ces gens-là, ils n'ont pas les protections naturelles pour lutter contre ça. Et il y a énormément de cancers de la peau dans ces endroits-là. Ouais. Donc, ça reste toujours judicieux d'en prendre soin et de s'équiper, surtout quand il y a des grosses chaleurs et des gros ensoleillements. En particulier quand on est jeune, parce qu'on est plus sensible. Et en particulier quand on a un phototype clair, mais c'est vrai aussi quand on a une peau plus mate, même quand on a une peau qui bronze bien et qu'on prend pas facilement des coups de soleil, c'est quand même bien de se protéger du soleil, notamment dans les périodes comme ça où c'est très ensoleillé, quoi. Ça vaut quoi l'indice UV qu'on peut voir sur notre téléphone? C'est quelque chose... Ouais, c'est très bien ça. En fait,
Alors, il y a certaines personnes qui recommanderaient de se protéger de la peau tout le temps. Moi, ça me paraît un peu excessif parce que il faut prendre le problème dans sa globalité. C'est vrai que de s'appliquer quelque chose sur le corps, sur le visage avec des produits chimiques, etc. Il peut y avoir, tu sais, il y a des polémiques sur les perturbateurs endocriniens, etc. Je suis pas un expert dans les crèmes solaires. Mais tu vois, j'entendais quelqu'un qui disait que c'est à prendre avec des pincettes et que ça pourrait être plus risqué de s'exposer à de mettre des crèmes tous les jours sur sa peau au risque de ces perturbateurs endocriniens plutôt que de se laisser exposer aux rayons UV. Ça n'engage que lui. Non, ouais, je dirais pas ça. Ça dépend où t'habites. Effectivement, quand tu es en plein hiver dans le nord de la France, à Roubaix, et que tu travailles de nuit, c'est peut-être pas nécessaire. C'est peut-être pas nécessaire de se tartiner de SPF 50. Si t'es en Australie et que tu... Mais même dans le sud de la France, enfin, dès qu'il y a du soleil et que tu passes un certain nombre d'heures à l'extérieur, on a beaucoup d'avantages à se protéger du soleil contre le vieillissement et contre les cancers de la peau. Il faut savoir que les cancers de la peau, les chiffres augmentent. Les chiffres augmentent, donc je dirais que s'il faut retenir un message, il vaut mieux se protéger que pas se protéger. Après, les gens ont quand même, faut faire preuve un peu de bon sens. Bon sens, voilà, bien de sûr. bon sens. Et c'est sûr que quand on est des endroits où il y a beaucoup de réverbération à la plage, au ski, etc. Là, oui. Quand on est en été, évidemment, il faut se protéger plus qu'en hiver. Quand on passe beaucoup de temps dehors, évidemment, plus se protéger que quand il fait nuit et que c'est l'hiver. Ouais, le bon sens fait foi. Mais tu vois, moi, c'est une habitude que j'ai développée avec le temps. Avant, je le faisais jamais. Ouais, mais je me disais, ouais, c'est bon, j'ai une pommade, je suis équipé. Mais en fait, pas du tout. Et du coup, depuis peut-être mes 25-30 ans, c'est tard, hein. C'est que maintenant où je me protège beaucoup plus. Et c'est bien. Et je m'expose déjà plus autant au soleil. Et quand je m'expose, je mets bien mon écran total. Bah, c'est bien. C'est une évolution parce que peut-être que tu t'es vu vieillir aussi. Et puis c'est vrai que les problèmes de vieillissement. Merci. Mais tout, j'en suis là aussi. Non, mais c'est-à-dire que quand t'as 20 ans, c'est un message qui est difficile à entendre parce que t'es pas dans ce truc-là. Et pourtant, en fait, c'est d'autant plus important de se protéger quand on est jeune, les enfants également. Et c'est vrai que c'est un message qui passe aujourd'hui, un message de santé publique qui est aujourd'hui très d'actualité. Mais la génération de nos parents et tout, ils étaient pas du tout dans ces trucs-là, ils se protégeaient pas, et voilà. Mais en tout cas, c'est une bonne évolution. C'est une de tes bonnes évolutions, Nassim. Bravo. Je te remercie. Je te remercie et je vais continuer à me protéger au maximum. On a tous des questionnements et des préoccupations différents au cours de notre vie, que ce soit le vieillissement, une perte de confiance, une rupture difficile, ou juste des interrogations qu'on aimerait partager pour se sentir moins seul. C'est justement pour ça que je voulais vous parler du sponsor du podcast d'aujourd'hui, c'est BetterHelp. BetterHelp, c'est une plateforme 100% en ligne qui vous permet de consulter un thérapeute certifié depuis chez vous et en toute simplicité. Parce que tous les questionnements que vous pouvez avoir et toutes les préoccupations que vous aimeriez partager, elles demandent de pouvoir échanger avec un professionnel bienveillant qui vous aidera à traverser ces périodes et qui fera toute la différence. Sur BetterHelp, vous commencez par répondre à quelques questions qui permettront de mieux cerner votre situation. À la suite de ces réponses, vous serez mis en relation avec un thérapeute français, certifié et enregistré à l'ARS qui répondra parfaitement à vos besoins. Et ce qui est pratique, c'est que vous choisissez le format qui vous convient. Ça peut être en visio, par téléphone ou même via des messages écrits. Et si jamais vous sentez que ça ne colle pas avec le thérapeute qui vous a été proposé, il n'y a aucun souci, vous pouvez changer facilement et gratuitement. Et ce qui est très rassurant, c'est que malgré le format en ligne, la thérapie proposée respecte les mêmes principes que celle en cabinet. C'est pro, c'est humain et surtout c'est accessible à tous. Même si vous habitez loin d'une grande ville, là où les thérapeutes parfois se font rares. Donc si vous ressentez le besoin de parler ou de mieux comprendre ce que vous traversez, alors je vous encourage vivement à essayer. Vous avez juste à cliquer sur le premier lien dans la description pour avoir 10% de réduction sur votre premier mois. Le lien, c'est betterhelp.com/Nassim Saïli. Profitez-en pour tester BetterHelp et cliquez sur le premier lien dans la description. Et qu'est-ce qui fait que la peau vieillit? En fait, c'est comme tous les autres organes. Il y a, je sais pas, une oxydation, des radicaux libres, une perte d'élasticité. Alors, il y a pas une déshydratation, mais une perte d'eau, je sais pas. Alors, la déshydratation, ça c'est pas un phénomène. Ça c'est un phénomène qui est ponctuel. Mais effectivement, elle est soumise, comme je te disais, à toutes les sources du vieillissement naturel de l'organisme. Et alors, ça c'est complexe, hein. On ne sait pas bien pourquoi on vieillit. Hein. On vieillit, il y a ce qu'on appelle les hallmarks of aging. Désolé, je parle anglais, mais c'est le terme. C'est ce qu'on observe dans le corps quand un sujet vieillit. Et donc, c'est l'altération de la fonction de la signalétique entre les cellules, l'absorption des nutriments qui diminue, les mitochondries, les petites usines à énergie qui sont de moins bonne qualité, etc. Il y a une douzaine de critères comme ça. Et la peau, elle est soumise à ça. Et donc, il y a effectivement les phénomènes biochimiques, l'oxydation, la glycation, etc. Et ça touche tous les organes. Et en plus, comme je te disais, il y a l'environnement, c'est-à-dire que la
la lumière, les rayons ultraviolets altèrent l'ADN de notre peau. Il y a des systèmes de réparation, mais au fur et à mesure, on va avoir les signes de vieillissement apparaître. Et ces signes de vieillissement, c'est uniquement les rides ou c'est d'autres choses? Ah non, c'est pas uniquement les rides. Tu as l'apparition d'abord de... Alors en premier, c'est des ridules, c'est des petites rides qui partent, qu'on a des petites rides d'expression. C'est ce que j'ai sur le front quand les sourcils, par exactement, exemple. Ouais. Okay. Les premières à apparaître, c'est celle du coin de l'œil qu'on appelle la patte d'oie. Et puis elles s'approfondissent jusqu'au stade où elles sont définitives, ce qu'on appelle la fracture dermique. Donc ça, c'est des vraies rides. Mais tu as d'autres signes de vieillissement, notamment sur le visage, l'apparition de taches. Souvent des taches pigmentaires, donc des taches marron, etc. On le voit aussi beaucoup sur le dos des mains. Ouais. D'ailleurs, on voit souvent les personnes qui font de la chirurgie esthétique pour regarder un visage frais, etc. Des fois, en fait, ce qui va trahir leur âge, c'est les mains. C'est les mains, ouais. Donc l'apparition d'hétérogénéité au niveau de la peau, les taches pigmentaires, les rides. Et puis, tu as aussi, au niveau du visage, un changement de disposition des volumes graisseux. On a de la graisse sur un visage qui lui donne un aspect un peu rond, un peu poupin. Tu regardes un bébé, tu vois, c'est tout rond, il n'y a pas d'angle, etc. Une personne qui est plus âgée, tu vas voir apparaître, il y a ce qu'on appelle une squelettisation, c'est-à-dire qu'on voit apparaître les os du visage à travers la peau. Et une personne âgée, on va voir des angles, des ombres, et les volumes graisseux qu'on a au niveau des joues, au niveau des pommettes, etc., ils s'atrophient, donc ils sont moins importants, et en plus ils tombent, ils descendent. Et donc ça va en tombant, ils vont faire le sillon nasogénien, les plis d'amertume, ils vont peser et créer des rides aussi, des sillons. Et donc voilà, en fait toutes les couches du visage vont vieillir, la peau, la graisse qui est sous la peau, les muscles sous la peau aussi, de la mimique qui se relâche, et finalement tout mis bout à bout, ça fait que même sans rien connaître à l'anatomie, on arrive tout de suite en un clin d'œil à repérer quelqu'un à peu près donner son âge. Ah ouais, très intéressant. Comment t'as appelé les rides définitives là? Ouais, alors il y a les rides. Quand la peau se casse, non? La fracture dermique. La fracture dermique. La fracture dermique, c'est un certain stade de profondeur de la ride qui fait que la ride, elle est installée et que même au repos, elle reste présente. Mais est-ce que ça veut dire que les ridules sont réversibles? Alors, dans une certaine mesure, oui. En tout cas, on peut faire de la prévention. Quand le stade il est pas trop avancé, on peut faire de la prévention, c'est-à-dire limiter. On vieillit naturellement. Bien sûr. Elles vont évoluer. Mais l'idée, c'est de ralentir. Ralentir ce processus de vieillissement. Et donc aujourd'hui, la philosophie, on va dire moderne, c'est une philosophie in and out. C'est l'anglais, ça veut dire dedans et dehors. Merci. Dedans et dehors. Non, mais ça veut dire quoi? C'est approche externe et interne, quoi. Ouais, voilà. Ouais. C'est-à-dire, le skincare, on prend soin de sa peau par l'extérieur, que ce soit la cosmétique, la médecine, etc. Et également par l'intérieur, c'est-à-dire par le mode de vie. C'est une approche qu'on appelle holistique, c'est des termes à la mode, voilà, ou épigénétique, c'est-à-dire ce qui n'est pas génétique, c'est l'environnement. Par le mode de vie, pour ralentir le vieillissement de la peau et le reste du corps. Donc c'est l'alimentation, le sommeil, le sport, etc. Et tu crois que c'est possible d'estimer un ratio entre l'influence des facteurs externes et des facteurs internes sur le vieillissement de la peau? À quel point mon alimentation et mon sommeil vont jouer par rapport à la pollution et à la lumière? Alors, je sais que c'est très difficilement. Non, c'est très difficile. Ratio, je sais que le vieillissement de la peau en particulier est extrêmement sensible aux agressions extérieures, aux UV. Mais par exemple, est-ce que la cigarette, par exemple, c'est une catastrophe pour la peau? Est-ce que la cigarette, ça fait vieillir plus vite que le soleil? Non, je saurais pas répondre à ta question. Ouais. Par contre, ce que je peux te dire qui rejoint un petit peu ça, c'est sur le vieillissement de façon globale, sur l'aspect génétique et non génétique. Parce que ça, on peut se dire... pour la peau et puis même pour tout l'organisme. Oui, mais moi, j'ai un grand-père qui a vécu jusqu'à 100 ans en pleine forme, etc. En fait, on sait aujourd'hui que le rôle de la génétique dans le vieillissement, de la peau et des autres organes, c'est pas quelque chose de prépondérant. C'est plutôt même minoritaire. Ah ouais? Ouais. J'aurais dit le contraire. Beaucoup de gens, on a longtemps pensé le contraire, mais les études généalogiques montrent que le rôle de la génétique dans le vieillissement, en fonction des chiffres, c'est entre 7 à 20-25%. Ah, mais c'est super intéressant. Tu m'aurais posé la question, je t'aurais dit, bon, génétique, 60%. Donc, ça veut dire deux choses. Ça veut dire que on a, déjà, si on a des grands-parents qui ont vécu très longtemps vieux, en bonne santé, ça ne doit pas nous rassurer. Malheureusement, ça ne nous protège pas. Au contraire, il y a un côté quand même qui est hyper positif, c'est de se dire qu'on n'est pas, entre guillemets, prisonnier de ces gènes. Et donc, ça veut dire qu'on a un pouvoir hyper important sur notre vieillissement. Et ça, c'est quand même un message qui est hyper positif parce que ça veut dire que, on n'est pas dans une fatalité. Alors,
je mets un petit bémol, parce qu'il faut toujours, quand j'ai ce discours-là, il faut toujours le nuancer et être très humble devant la vie, parce que évidemment, on a tous connu des gens qui avaient un super mode de vie, super sportif, qui mangeaient bien et tout, qui ont un cancer ou terrassé, ouais. Et le contraire, c'est, tu vois, Jeanne Calment, l'ancienne doyenne de l'humanité, qui fumait sa petite clope jusqu'à 110 ans. Ouais. Elle a arrêté de fumer parce qu'elle n'arrivait plus à allumer ses cigarettes toute seule. Donc bon, voilà. Il y a toujours des exceptions et des contre-exemples. Mais effectivement, la règle générale, c'est qu'on a un pouvoir immense sur notre vieillissement. Ah, donc c'est intéressant. Alors, tu vois, c'est intéressant et ça m'embête un peu. Pourquoi ? Parce que je me cachais derrière la génétique pour me dire, j'ai pas besoin de trop prendre soin de ma peau. Au final, c'est bon, mes parents, ils font plus jeunes que leur âge. Dans notre famille, on est un peu tous comme ça. Je laisse ça de côté et je me nettoie le visage avec mon gel douche. Alors, tu vois le délire. Ouais, non mais je comprends. Bon, déjà, on n'a pas tous la même sensibilité sur le vieillissement de sa peau. Il y a des personnes, c'est vrai que de façon classique, souvent les femmes sont plus sensibles à ça parce que l'image, la société dans laquelle on vit, la société de l'image est très dure pour tout le monde, mais en particulier pour les femmes. Bien sûr. Donc, mais est-ce qu'il n'y a pas une réalité physiologique derrière ça? Alors, qui fait que potentiellement les femmes vont avoir peut-être une peau plus fine ou pas particulièrement. Par contre, tu as des différents. Alors, entre les sexes, pas. Oui, alors les hommes ont une peau un peu plus épaisse, puis surtout on a quand même souvent la barbe, la moustache et tout qui cache un petit peu. Maquillage de l'homme. Maquillage de l'homme, exactement. En revanche, effectivement, les peaux plus foncées, les sujets noirs, asiatiques et tout, c'est vrai qu'ils ont un vieillissement qui est moins visible. Souvent, on voit des personnes noires, on dit 60 ans, c'est vrai qu'elles paraissent moins. Et puis, elles ont un vieillissement un petit peu différent. Parfois, c'est moins sous la forme de rides que plutôt des dyschromies qui apparaissent, c'est-à-dire des taches brunes ou alors des volumes graisseux qui évoluent différemment. C'est un vieillissement qui est un petit peu différent, mais souvent, oui, les peaux pigmentées sont un peu plus épaisses, un peu plus toniques et ont un vieillissement qui est moins visible qu'une peau blanche ou qu'une peau caucasienne, quoi. D'accord. Donc, il y a des différences en fonction des personnes. Ouais. Cela dit, on a quand même beaucoup d'influence sur l'évolution de sa peau et son potentiel. On a énormément d'influence. Moi, écoute, je te dis un truc très simple. Je vois les patients et les patientes que je vois, au-delà de 30 ans, on va dire, quand elles franchissent la porte de mon cabinet, je sais si elles fument ou pas. Je le sais, je me trompe. Allez, je touche du bois, mais jamais. On le voit parce que... Tu dirais que c'est le facteur numéro 1 du vieillissement prématuré de la peau ? Avec le soleil, sur lequel on a une emprise. Avec le soleil, le tabac et le soleil, ouais, c'est sûr. Entre je veux pas faire de classe. Oui, ouais, bien sûr. Mais en tout cas, c'est un facteur énorme. Et comment tu peux identifier ça ? Alors, on le voit. Moi, je le vois au teint. Alors, moi, c'est mon métier, donc j'ai un œil exercé, mais au teint, alors il y a un petit peu les taches au niveau des dents, mais même le teint, l'apparition de ridules, la profondeur des rides par rapport à l'âge, etc. C'est quelque chose qui est voilà. Donc ça, c'est un deuxième message de santé publique. C'est vrai ne fumez pas. Ne fumez pas pour vos poumons, pour votre santé, pour votre porte-monnaie. Mais si vous intéressez aussi à votre peau, vraiment ne fumez pas. Et d'ailleurs, c'est comme ça que moi je suis entre guillemets que je me suis intéressé à la longévité parce que pendant des années, moi, je faisais de la chirurgie, je faisais des soins anti-âge à des patients et des patientes qui avaient un mode de vie un peu malsain, un peu mauvais, qui fumaient, qui mangeaient mal, etc. Mal. Et donc, en fait, j'ai pratiqué ces actes sans réfléchir, comme on apprend, pendant des années. Et au bout d'un moment, j'ai eu quand même en fait, les chirurgiens, on est comme ça. On réfléchit, on fait et on réfléchit après. Tu sais, on est les manuels. En fait, on dit. C'est le but du métier à la base. Ouais, mais on dit, il y a un adage entre les médecins, on aime bien se vanner, on dit que le chirurgien fait tout, mais ne sait rien. Le médecin sait tout, mais ne fait rien. Le psychiatre ne sait rien et ne fait rien. Je vais pas me faire que des copains. Et le médecin légiste sait tout, mais bon, c'est trop tard. C'est génial, ça. C'est pas mal. T'as beaucoup d'amis psychologues, du coup. Ouais, mais un peu moins à partir de la sortie du podcast, peut-être un peu moins. Non, mais c'est des vannes. Oui, mais tout ça pour dire, non, en termes d'autocritique, j'ai pendant longtemps fait des soins anti-âge sans m'intéresser au reste. Et à un moment donné, j'ai quand même vu les limites de ça, les écueils de ça. Et j'ai vu que c'était moins efficient, moins éthique aussi, que d'avoir une approche globale des patients en me disant, mais attends, si on fait des soins anti-âge, de botox, des liftings, des choses comme ça, c'est toujours des actes qui sont risqués. C'est un contresens de faire ça et en excluant complètement le mode de vie des patients. Et c'est comme ça que j'ai commencé à m'intéresser à la longévité de façon globale parce que, si on veut avoir une approche médicale qui soit efficiente, efficace, éthique, et qui soit pas dangereuse aussi, parce que c'est vrai que quand on fume, on fait plus de complications et tout. Faut s'intéresser à tout ça, ouais. Tu crois qu'on sous-estime un peu
l'importance de ces opérations et qu'on imagine que la peau, c'est pas exactement comme les autres organes et que c'est réparable, tu vois, un petit peu plus facilement. Oui, ah bah clairement. Clairement, c'est vrai qu'on sous-estime un peu l'aspect médical de cette spécialité de la chirurgie plastique, parce que comme on soigne des gens qui sont pas malades, tu vois, quelqu'un qui a, je sais pas moi, un cancer, on l'opère, on n'a pas le choix, et s'il y a une complication, ben c'est la vie, il fallait l'opérer, etc. Quand on soigne quelqu'un pour une chirurgie esthétique, alors déjà, chirurgie esthétique, c'est pas pour soigner forcément la forme du corps, etc. C'est pour soigner le complexe, en fait. Souvent, les gens, on va opérer du nez, quelqu'un qui a une petite bosse, on le voit de l'extérieur, on se dit mais ça va. Mais lui, il le vit mal. La poitrine un peu petite, oui, mais ça va. La patiente, elle le vit mal. En fait, nous, on est là pour aider quand c'est complexe, les patients n'ont pas réussi à les assumer, etc. Donc, c'est ça qu'on soigne. C'est pas vraiment le corps, c'est plus le complexe. Et quand on soigne des gens qui sont pas malades au niveau pathologique du terme, c'est sûr que là, quand il y a un problème, une complication et tout, on a plus de mal à comprendre que ça reste quand même de la médecine. Et pourtant, la grande majorité du temps, ça se passe super bien, mais il peut quand même y avoir des infections, des trucs comme ça. Ça arrive, et donc ça, il faut s'y préparer à l'avance, parce que effectivement, on sous-estime un peu l'aspect médical. C'est pas, on s'achète pas quand on, je sais pas, on se fait poser des prothèses, on fait une liposuction. On a l'impression parfois que certains patients, dans la tête des patients, ils vont acheter un truc, parce que c'est vrai que c'est un coût qui est important, et qu'ils vont acheter un service. Comme on irait dans une chambre d'hôtel, on se loue un truc. Ou chez le coiffeur. Chez le coiffeur, un truc comme ça. Sauf que c'est de la médecine, donc il peut y avoir quand même des problèmes, et ça, c'est compliqué, hein, parce que quand il faut y faire face. Mais ça, du coup, c'est aussi dû à la Oui, la popularisation de la chirurgie esthétique. Ouais, effectivement. C'est une spécialité qui est jeune et qui ne fait que s'améliorer en qualité. Donc, le fait que ça se popularise, et qu'en plus, on vit de plus en plus dans une société de l'image. Tu vois, moi, j'ai une carrière j'ai 15 ans d'exercice, mais je vois entre mon installation aujourd'hui, la demande chez les patients jeunes et tout, elle a augmenté parce que, on fait beaucoup plus de photos, de selfies, les réseaux sociaux. Le monde a changé, on est dans une société de l'image, et donc, la demande est plus importante. La qualité, elle augmente. D'accord? À tous les niveaux, médical, technique, éthique, la qualité augmente. Mais maintenant, il faut pas non plus tomber dans un discours de banalisation. Et ça, c'est un petit peu la critique que j'avais sur les influenceurs qu'on voyait un moment à Dubaï ou je sais pas où, qui montraient la chirurgie esthétique comme un spectacle, comme ce soir je vais dans un resto, demain je vais faire du karting, après-demain je fais une opération de chirurgie esthétique. Non, c'est un peu ça. Ça fait pas partie du lifestyle. C'est pas un truc. C'est un acte médical. Ça, il faut pas le banaliser, parce que il y a des problèmes. Il y a des gens qui meurent même de chirurgie esthétique. Ça, donc oui, la qualité est bien, ça se popularise, mais faut faire gaffe quand même à la banalisation à outrance. Mais en plus de ça, il y a pas des personnes qui essayent de se cacher entre la distinction qu'il y a entre chirurgie plastique et médecine esthétique. D'ailleurs, qu'est-ce que c'est que la distinction? Alors, elle est hyper simple. Dès qu'on a un scalpel et qu'on fait des cicatrices, c'est de la chirurgie. La médecine esthétique, c'est dès qu'il n'y a pas de cicatrice, pas de scalpel. Donc, s'il y a eu une injection, c'est pas de la chirurgie. Voilà. Ok. Injection, donc botox, acide, tout ça, médecine esthétique. Le laser, les machines, c'est de la médecine esthétique. La chirurgie esthétique, c'est au bloc. On fait une cicatrice pour mettre une prothèse, pour enlever de la peau, faire un lifting. Voilà, ça c'est la chirurgie. La différence, scalpel égale chirurgie, pas de scalpel égale médecine. Facile. Ok, comme ça on sait la différence. Facile. Et on arrête de faire l'amalgame. Ouais, bon, c'est pas très grave. Oui, c'est pas très grave. Vous savez que souvent dans la télé et tout, quand ils parlent de botox, ils parlent de chirurgie esthétique, mais c'est pas très grave. C'est pas. Ah bon? Ouais, souvent il y a cette confusion, dans les médias. Bon, c'est pas très grave. Ouais. On a mais on le fait sait, point dessus. Ouais. Voilà. Ceux qui regardent le podcast le sauront. Et j'espère qu'ils seront nombreux. Et ils seront nombreux. Pour lutter contre le vieillissement prématuré de la peau, on va partir en 2 étapes. On va partir sur ce qu'on peut faire intérieurement, entre guillemets, et ce qu'on peut faire extérieurement. Okay. Et si on commençait par intérieurement, c'est-à-dire alimentation, sommeil, etc. Est-ce qu'il y a des aliments à privilégier ou à éviter déjà pour le vieillissement de la peau? On parle beaucoup de l'hydratation aussi. Est-ce que ça sert vraiment à quelque chose d'être bien hydraté? Alors, est-ce que bien hydraté, ça veut dire boire de l'eau ou autre chose? C'est des bonnes questions. Alors oui, l'hydratation, c'est primordial, boire de l'eau.
Ça sert à rien de boire de l'eau à outrance. Ouais, si tu vas aux toilettes toutes les 10 minutes, il y a un souci. L'hydratation, c'est à peu près 2 litres par jour. Enfin voilà, se sentir bien. Il y a l'hydratation cutanée, ça c'est plutôt utiliser des crèmes hydratantes. Donc ça c'est pour éviter que la peau se déshydrate. Et il y a des peaux qui vont être plus sèches que d'autres. Et voilà. Bon, ça généralement c'est connu, les gens savent. Mais une peau qui n'est pas bien hydratée, c'est une peau qui vieillit plus vite ou pas forcément? C'est une peau, on va dire. Oui, dans la mesure où elle sera plus sensible. Un dermatologue t'expliquera ça mieux que moi, mais elle sera peut-être plus sensible, plus réactive, etc. On aura moins de confort, donc bon, c'est voilà. pas impossible. Après, pour l'alimentation, oui, on sait que certaines, par exemple, je parle pour nous, c'est-à-dire nos sociétés, on va dire occidentales, en France, en Europe de l'Ouest, société occidentale, par exemple, on mange trop de sucre. On mange trop de sucre, et on sait que le sucre, de la façon dont on consomme, donc les sodas, les produits... Alimentation industrielle. Exactement, les cookies, etc. Bon, ça altère un petit peu prématurément notre peau. Ça la fait vieillir un peu plus rapidement par un phénomène qu'on appelle la glycation. C'est une réaction chimique. C'est une inflammation Non, c'est pas une inflammation, c'est une réaction. La glycation, c'est le sucre qui va venir altérer certaines protéines de la peau, enfin, mais également de nos artères, autres organes, etc., des autres organes, et qui entraîne un vieillissement prématuré. Donc moi, dans mon discours, j'essaie toujours de un peu évincer les phénomènes biochimiques, que ce soit pas un débat d'experts. C'est d'une complexité absolue. Oui, pour humain. Mais si on veut avoir des idées simples, en fait, ce sont les recommandations des sociétés savantes, le PNSS en France. Si on fait une espèce de synthèse de ce que nous disent pour vivre longtemps en bonne santé, ralentir le vieillissement de notre peau et de nos organes, qu'est-ce que nous disent les sociétés savantes? Moins de produits sucrés, plus de fruits et de légumes, moins de viande rouge, de viande transformée, privilégier les céréales complètes, moins de sel, moins d'alcool, s'hydrater avec de l'eau de préférence, éviter les sodas, les trucs comme ça rejoint un peu moins de sucre. Qu'est-ce que j'ai pas dit? Les bonnes sources de graisse, les petits poissons bleus, là, les maquereaux, les sardines, ça c'est top. Les oléagineux aussi, les noix, etc. Les noix, ça participe à avoir une peau hydratée, tu vois, se nourrir de bonnes graisses. Ouais. Donc, c'est des choses très simples. Hein. C'est des recommandations que presque tout le monde connaît. Tout le monde connaît. En fait, le secret de la longévité pour la santé et pour la peau, c'est qu'il n'y a pas de secret. Alors, il y a un petit secret. Peut-être on en parlera après. On y viendra peut-être. Et je le dirai. Mais c'est pas un secret. C'est pas un ingrédient. Il y a pas de. En fait, on voit qu'il y a certains endroits dans le monde. Est-ce que toi, t'as déjà entendu parler des blue zones? Ça te parle? Oui. Les blue zones? Ouais. Donc, c'est les pays ou les zones où la population dépasse un certain âge. Je crois que c'est 100 ans. Voilà. En fait, c'est des zones dans le monde. Il y en a 5. Donc c'est Okinawa, une île au sud du Japon, Nicoya au Costa Rica, Ikaria en Grèce, un certain coin de la Sardaigne, et Loma Linda, c'est en Californie, mais c'est une communauté religieuse particulière qui vit dans une ville. Et en fait, ce sont des régions où il y a un taux de centenaire qui est 10-20 fois supérieur aux autres régions du monde, et également des gens qui sont en meilleure santé plus longtemps, c'est-à-dire moins de cancer, moins de maladies cardiovasculaires, moins de démence, etc. En fait, et dans ces endroits-là, en fait, c'est des endroits très dispersés dans le monde, mais il y a des patterns. Un dénominateur commun. Voilà, exactement. Il y en a 5. Il y a l'alimentation, il y a l'activité physique au sens large du terme, peut-être on en parlera après, le sommeil, le stress, etc. Et les relations sociales. Très important aussi, ça c'est souvent sous-estimé, le rôle des relations sociales. Savoir que d'être isolé socialement, d'être seul, c'est un facteur de risque pour la santé aussi important que le tabac ou que l'obésité. Et c'est à mettre au-dessus, c'est ce que j'avais entendu, que c'était à mettre au-dessus de la condition cardio-respiratoire, la masse musculaire, la masse grasse. Je sais pas si on peut dire au-dessus. Enfin, je sais pas si y a. Après, tu sais, on aime bien faire des classements sur Internet, c'est pour ça. Faire des classements. Mais en tout cas, ça veut dire les 5 facteurs les plus importants pour la longévité. C'est sûr que ça en fait partie. C'est sûr que ça en fait partie. Après, entre eux, tu te moques de moi. Tout est, ouais. Tu te moques du youtubeur, là. Non, mais on est tous plus ou moins youtubeurs dans l'âme. Non, mais c'est vrai que, en même temps, c'est un bon format, d'accroche. Mais c'est surtout que je pense que c'est un peu catchy pour que on puisse s'en rappeler un petit peu plus facilement. Mais après, effectivement, de savoir lequel est le premier et le deuxième, c'est toujours un peu compliqué.
Mais le vrai secret, en fait, dans ces régions-là, parce qu'il y a un secret quand même, et je vais le dire maintenant, le vrai secret, c'est que dans ces régions-là, c'est l'environnement géographique, culturel et tout qui font que ces gens ont ce mode de vie. Ils ne font aucun effort. Aucun effort. Ils sont pas dans une routine biohacking très stricte, c'est etc. le contraire du biohacking. Ils ne font aucun effort, dire tiens, je vais manger ça, tiens, je vais faire du sport. Non, ils ont un mode de vie qui leur procure ça parce que leur alimentation locale est adaptée. Parce que souvent, c'est des endroits où, par exemple, c'est des petits villages escarpés où pour aller chercher de l'eau ou du pain, ils vont T'es obligé de marcher, prendre une côte. 80 ans, pareil. Ouais. C'est des endroits où les personnes âgées vont rester dans le cadre familial. Ils vont peut-être pas être dans des maisons de retraite, ils vont rester participer à la vie sociale, etc. C'est des endroits où ils vont pouvoir faire une petite sieste après le déjeuner, ça va diminuer leur stress, etc. Donc en fait, ces gens-là ont la chance de n'avoir aucun effort à faire pour vivre longtemps en bonne santé. Ah ouais, je connaissais pas ce secret. Et ouais, et c'est ça le vrai secret. Et en fait, le secret, c'est que nous, qu'est-ce qu'on fait? On lit des trucs, on se dit tiens, je vais arrêter de manger ça, je vais faire du sport, etc. On intellectualise tout. Exactement. Et on y réfléchit pour que ce soit intégré d'une façon ou d'une autre. Exactement. Est-ce que tu sais ce que c'est que The Quitter's Day? Quitter's Day? Ouais. Non. En fait, c'est Strava. Tu la connais, Strava, l'application, Bien qui avait fait ils ont beaucoup de data parce qu'ils ont beaucoup d'abonnés. Ils avaient fait ils avaient fait un article. Je sais pas si c'était un article, mais en fait, ils avaient communiqué sur le fait que, et en début d'année, ils voyaient les gens qui prenaient des bonnes résolutions sur le sport, tu vois. Et en fait, ils se sont rendus compte que, je sais plus quoi, 70-80% des gens abandonnaient leur résolution le deuxième vendredi du mois de janvier. Donc, très rapidement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on essaie de faire changer notre comportement pour avoir un mode de vie plus sain, probablement, on va y arriver pendant un certain temps, mais rapidement, en fait, on va être rattrapé par la vie. Et donc, le secret, c'est essayer de faire de sa vie un peu une blue zone, c'est-à-dire essayer de mettre en place des mécanismes, des automatismes de routine qui soient inconscients et qui nous font aller vers des choix sains. Tu vois ce que je veux dire? C'est évident. Tout à fait. Mais c'est très, très intéressant ce que tu dis. Et ça remet en question le mode de vie de beaucoup de biohackers qui cherchent à tout optimiser. Alors, c'est hyper intéressant. Ça, je pense que on n'a pas, nous, la chance d'être nés dans une blue zone. Donc, il va falloir quand même se battre et mettre en place mais ce que font les biohackers, eux, c'est une démarche active. Mais c'est une démarche personnelle et un petit peu, élitiste. C'est-à-dire que les biohackers se tiennent à jour des derniers. Souvent, c'est des gens qui ont aussi ça en passion. Tu vois, ils lisent les trucs, ça les passionne, ça les intéresse. Et ce qu'ils font, souvent, c'est intéressant, c'est bien. Tu vois, se protéger de la lumière bleue le soir, les douches glacées, etc. En fait, je pense que c'est pas quelque chose à jeter. Moi, je verrais ça plutôt comme quelque chose de complémentaire. Mais effectivement, on ne sait pas aujourd'hui si le biohacking a des effets démontrés. On n'a pas encore vraiment le recul, etc. Chaque chose. Par exemple, je sais pas, moi, faire du jeûner, se protéger des lumières bleues, bon, toutes les choses que font les biohackers, chaque chose prise à part, la plupart ont du sens scientifiquement, on voit qu'il y a des bénéfices démontrés, mais est-ce que, pris dans sa globalité, est-ce qu'ils vont réussir à l'appliquer suffisamment longtemps dans la vie pour avoir les effets? Ce soit intéressant. Alors, c'est compliqué, mais pour autant, je trouve que c'est quand même une démarche intéressante. Mais en fait, moi, ce qui me passionne, ce serait essayer de synthétiser les deux, de faire une synthèse de ça, parce que d'un autre côté, on n'est pas dans une zone bleue, donc on n'a pas à aller chercher l'eau au puits, à marcher à marcher 1 kilomètre, et donc c'est vrai qu'on a l'impression de presque de nager à contre-courant et de devoir mettre en place des habitudes qui sont contraires à l'environnement qui nous entoure. Et oui, le confort en fait nous a apporté beaucoup, parce qu'on voit que tu vois, la médecine nous a permis d'avoir une espérance de vie qui s'allonge, mais l'espérance de vie en bonne santé, elle s'allonge pas. On vit 80 ans pour les hommes, 85 ans pour les femmes en moyenne en France, mais l'espérance de vie en bonne santé, c'est 65, quelque chose comme 65. Ça. 65. Ouais. Et donc, effectivement, si on doit vivre 20 ans avec une maladie chronique plus ou moins invalidante, quel est en fait, on a deux termes en anglais. Lifespan, c'est la durée de la vie globale. Health span, c'est la durée de la vie en bonne santé. En fait, le but de la longévité, c'est augmenter le health span, augmenter la durée de la vie en bonne santé et essayer de pousser la durée de la vie en bonne santé jusqu'à l'espérance de vie. Pour qu'il y ait un minimum de différence entre les deux. Exactement. Parce que si effectivement on pouvait finir son existence en pleine santé entre guillemets, exactement, ce serait l'objectif de tous. Oui, parce que si c'est pour vivre jusqu'à 100 ans, mais en passant les 10 dernières années de sa vie alité, etc., c'est tout de suite, ça fait moins rêver entre guillemets. Et je pense que même ceux qui sont confrontés à ça le diraient, que c'est pas forcément une situation très agréable. Exactement.
Exactement, c'est des trucs, c'est des sujets d'actualité d'ailleurs. Donc en fait, le préserver sa santé, son espérance de vie en bonne santé le plus longtemps possible, c'est ça l'enjeu en fait de la longévité. Alors tu vois, je connaissais les Blue Zones, mais je connaissais pas ce secret. Là, tu viens de m'apprendre un truc très très intéressant. L'auteur qui a popularisé les Blue Zones, c'est un journaliste. Il a la formule suivante, c'est désolé, j'arrête pas de dire des trucs en anglais, mais c'est pas pour faire, mais c'est. Ne lui en voulez pas en commentaire. Vois, traduire, ça rend mieux en anglais. Ah, ok. C'est make the healthy choice the easy choice. Ça veut dire faire du choix santé le choix facile. C'est dur en français à bien le dire. Ouais. Mais au moins, ça veut dire ce que ça veut dire. Alors, il y a quand même des mécanismes qu'on peut faire, tu vois. Allez, un exemple. Je te donne un exemple. Je te les donne pas tous. Je veux garder quelques secrets, mais merci pour le watch time. comme ça, nous resterons. C'est des choses très simples. C'est-à-dire que, par exemple, on va dire que demain, tu as appris. La première étape, c'est s'informer. Tu as appris que voilà, par exemple, manger des oléagineux, des noix, des amandes, etc. C'est bon pour la santé. Attends, là je parle au niveau d'une population générale. Hein. C'est évidemment tous les conseils, c'est pour la population générale. Ça se rapporte pas toujours à un cas particulier. Si je te dis que des noix, ça augmente ton espérance de vie, ouais, t'es allergique aux noix, tu vas avoir une espérance de vie de 6 minutes 30, ça marche pas. Ça va pas être terrible. Mais ça va pas être terrible. Mais bon, pour une personne qui est pas allergique aux noix, tu veux en consommer plus. C'est pas dans tes habitudes. T'achètes des jolis bocaux en verre, sympa, tu as une jolie forme, t'investis 10 € peut-être. Tu les remplis de noix, d'amandes, etc. Et tu les mets dans un endroit très en évidence dans ta cuisine. Premier truc, chaque fois que tu passes dans ta cuisine et tout, tu les vois. Donc déjà, quand tu vas avoir une petite faim et tout, au lieu d'aller manger un Kinder Pingui ou je sais pas trop quoi, tu vas avoir plus tendance à aller vers ça parce que c'est facile. Tu les as sous les yeux. Et puis chaque fois que ça va être vide et que tu passes devant, tu vas dire tiens, c'est vide, j'en achète. faut que je le remplisse. Ouais. Ça a l'air idiot comme ça ce que je dis, mais en fait c'est très loin d'être idiot. Et c'est la somme de tout ça qui fera que ton environnement sera conditionné de cette façon. Exactement. Et ça marche dans l'autre sens. C'est-à-dire que si tu as des mauvais choix qui sont en face de toi, forcément t'es plus tenté de les faire. Exactement. En sciences de l'ergonomie, il y a la notion ce qu'on appelle la friction. La friction, c'est la difficulté à faire un truc. C'est-à-dire que si par exemple, on va reprendre l'exemple des amandes. Là, tu veux manger des amandes, mais tu vas les mettre. Le seul endroit que t'as, c'est au fond d'un placard qui est très haut. Il faut un escabeau pour y accéder. L'escabeau, il est dans la pièce d'à côté. Et tu vois pas quand il y en a plus. Tu vas y aller une fois, deux fois, et après basta. Et donc en fait. Pour moi, un des secrets, c'est d'arriver à adapter son environnement. En fait, c'est plus essayer d'adapter son environnement qu'adapter son comportement. Son comportement, il y a toujours un moment où il revient. Et en revanche, adapter son environnement, c'est quand même plus puissant. C'est assez limite, mais je trouve que c'est, je sais pas ce que t'en penses, je trouve que c'est quand même. Je suis totalement d'accord. C'est sympa, quoi. Ouais, j'aime bien, en fait, le caractère presque inconscient. Voilà. Presque inconscient et ça te paraît naturel en fait, donc t'as pas beaucoup d'efforts à faire pour le faire justement. On est tous connectés comme ça. 99% des gens, on va pas avoir envie de faire un effort à chaque fois conscient, intellectuel dans sa vie courante. On a tous des vies. Surtout qu'on est feignant par essence. On est feignant par essence et puis surtout, non mais on a des vies à côté. On passe pas son temps du matin couché à penser à son espérance de vie, sa mort, etc. On est pris dans d'autres trucs et ce qui fait que justement avoir des choix faciles, ça demande parfois. Alors, allez, un autre truc, par exemple, c'est d'avoir par exemple un bureau haut là. Qui se lève, tu peux travailler beaucoup. Ouais. Bon, tu l'achètes une fois que tu l'as, t'es obligé de le rentabiliser, donc tu vas t'en servir. Bon. Moi, je le regrette pas en tout cas. Tu l'as un? On en a tous là à côté. Eh ben, super. Donc, on a ce que t'as vu. Ah, mais t'as un précurseur. Est-ce que tous les youtubeurs ont ça? Je pense que beaucoup sont sensibilisés à ça. Ah, c'est bien. Donc, oui, on peut lever le bureau. Une fois que tu l'as acheté, bon, généralement, tu l'utilises et voilà, ça s'achète une fois et puis, et c'est des petits trucs comme ça. Alors, on peut pas tout ramener à une simplification comme ça, mais il y a beaucoup de trucs qu'on peut faire, je pense. Ouais, et puis envisager son quotidien comme ça permet déjà de s'ouvrir à certaines perspectives et de voir les choses différemment, surtout quand on a du mal à faire les efforts nécessaires, je mets des guillemets, pour atteindre un certain objectif. Tout à fait. Et après, le biohacking, bon, c'est quand même un complément parce que il y a des erreurs, en fait. Il y a des trucs à savoir. J'ai lu un papier il y a pas longtemps, par exemple. Bon, par exemple, il y a beaucoup de gens qui vont se faire des smoothies anti-âge, tu vois, des trucs comme ça. On sait qu'il y a dans certaines substances, dans le cacao, dans les baies, etc., des antioxydants qui vont aider à lutter contre le vieillissement, à le ralentir. Eh bien, par exemple, si on se fait un smoothie avec des myrtilles, etc., qui va être bon pour sa peau, bon pour la santé, etc., si on ajoute des bananes dedans, ce qui est très bon, c'est une source d'énergie, c'est délicieux, etc. Il y a plein de myrtilles bananes, j'adore. Alors, moi aussi, j'adorais ça. Attends, tu vas me dire que c'est pas bien. Alors,
ça va te donner de l'énergie avant ta séance. Mais si tu le fais dans un but santé, anti-âge, eh bien, dans la banane, tu as une enzyme qui s'appelle la PPO, polyphénol oxydase, qui va neutraliser les phénols, les antioxydants des baies, des fruits rouges et tout, avant que tu les absorbes. Donc ça nous arrange pas ça. Et non, ça nous arrange pas. Et donc en fait, tu vas perdre ce bénéfice-là. Alors ce sera quelque chose quand même de délicieux, ce sera une collation très saine, hein, c'est pas la question. Mais tu vas perdre un peu l'effet antioxydant bénéfique que tu cherchais dans tes myrtilles et tout. Donc pas de Attends, faut pas manger de la banane avec des fruits rouges, ça veut dire? Ouais, ça veut dire ça, ouais. Et ça veut dire. Et donc ça, tu vois, il y a quand même 2-3. J'ai pourri ta journée. Je suis dévasté parce que tu sais que bien souvent mon dessert du soir c'est du skyr, banane, framboise ou myrtille. Mais attends, mais c'est délicieux. C'est délicieux. Non, bien sûr, faut pas limiter. C'est hyper sain. Ouais. En fait, tout analyser à travers le prisme des antioxydants et tout, c'est idiot. Ouais. C'est comme tous ceux qui analysent tout à travers le sucre, à travers la mitochondrie. Non, c'est une approche, voilà, c'est des trucs qui sont très globaux et qui se jouent à l'échelle d'une vie. Bien sûr. Mais effectivement, si tu te fais ce mélange-là, eh ben, tu vas pas profiter à 100% des antioxydants qui sont comme quand tu te fais un café au lait, par exemple. Ouais. Dans le café, tu vois, tu as des puissants antioxydants. Si tu rajoutes du lait de vache dedans, c'est délicieux aussi un café au lait, mais tu perds un peu ce bénéfice-là. Donc, ce qu'on veut dire par là, c'est surtout qu'il y a quand même des choses à savoir. Il y a des choses à savoir. Pour s'informer et faire des choix en toute connaissance. Exactement. Et ça, c'est plus du domaine un peu du biohacking que de... Donc, en fait, moi, c'est comme ça que je vois la longévité. C'est une synthèse de tout ça. Et il y a quand même des éléments qu'il faut connaître. Alors aujourd'hui, c'est vrai qu'en 2025, on a quand même l'avantage d'avoir une information qui est abondante. Alors, parfois, c'est aussi ça la limite, c'est-à-dire qu'il y a tellement d'informations qu'on sait plus où donner de la tête. Ça c'est vrai. Mais au moins, on peut pas se plaindre de ne pas avoir les informations qui sont disponibles. Tu crois que la peau, justement, c'est un peu la porte d'entrée au biohacking? C'est ce que beaucoup de personnes vont considérer comme la première approche pour peut-être se rendre compte qu'ensuite, la santé de la peau, ça passe aussi par la santé des autres organes. C'est une très bonne question. Je me suis jamais posé cette question dans ce sens-là. Peut-être. Tu sais pourquoi je te pose la question? C'est parce que je suis presque persuadé, et là je m'avance un petit peu, mais si tu proposais à une personne de faire rajeunir sa peau de 10 ans, mais laisser ses organes comme tels, ou alors de faire rajeunir ses organes de 10 ans, mais laisser sa peau comme telle, il y a de fortes chances pour qu'on choisisse, tu vois, le caractère esthétique de la peau. Oui, je comprends ce que tu veux dire. J'ai jamais réfléchi à ça comme ça, c'est une très bonne question. En tout cas, moi je pense que de voir sa peau, c'est-à-dire si je me mets dans la tête des patients qui veulent prendre soin de leur peau en ayant un mode de vie dégueulasse, pas terrible, ouais, à côté, c'est un non-sens. C'est un non-sens puisque la peau c'est un organe comme les autres et la santé de la peau passe aussi par la santé de façon globale. Ouais. Et donc ouais, je sais pas. C'est une réflexion à avoir. C'est une réflexion. Enfin, je m'étais jamais. C'est vrai que j'ai jamais réfléchi à ça. Est-ce que les gens qui prennent soin de leur peau avec des crèmes, etc., c'est le premier pas vers le biohacking, peut-être. Mais tu sais aussi pourquoi je te pose cette question. Tu connais Brian Johnson? Oui. Le fameux. Personnellement, ouais. Le fameux. Pas personnellement. Le fameux multimillionnaire américain qui a décidé de faire de sa vie une vie de longévité. Un biohacking. Voilà, d'expérimenter tout ce qui était possible d'expérimenter. Au début, justement, de son expérimentation, il a fait plein de choses pour ses organes, donc pour faire rajeunir ses organes, typiquement. Il a posté ça sur les réseaux sociaux, il a commencé à montrer aussi à quoi il ressemblait, et la première chose que les gens lui disaient, c'est « t'as l'air vieux ». Parce que il avait pas de gras, justement, et on retrouvait ce que tu disais tout à l'heure, donc l'aspect très squelettique du visage. Et les gens associaient sa jeunesse directement à sa peau et pas forcément aux autres marqueurs de santé. Alors, ça c'est une excellente remarque parce que généralement, quelqu'un qui est en bonne santé aura naturellement tendance à faire plus jeune que son âge parce que effectivement, la peau est quand même un reflet de sa santé. Bien sûr. Néanmoins, il y a quand même des exceptions à ça. Quand tu prends des gens qui sont dans des domaines de l'extrême, Brian Johnson, il en fait partie puisqu'il est à l'extrême dans le biohacking, mais par exemple, les gens, des sportifs extrêmes, si tu prends par exemple Kilian Jornet, trailer, qui doit avoir une santé cardiovasculaire des meilleures au monde. Stratosphérique. C'est vrai qu'il est tellement sec, tellement émacié, etc., que quand tu vas le voir, surtout tu vas le voir en photo à la fin d'une course, c'est vrai que il est marqué. Il prend le soleil, il est déshydraté, etc., et il peut faire plus vieux que son âge. Donc il y a quelques exceptions à ça. Brian Johnson, ce que tu citais, peut-être faisait. Et puis après Brian Johnson, il est peut-être aussi bizarre parce qu'il est cadavérique, il est
très pâle, Mais etc. tu sais qu'il s'est fait injecter du gras dans le visage pour ça. Hein. Oui, bah, je crois qu'il a tout fait. Je crois qu'il a tout fait. Alors après, bon, moi, je sais pas, tu le suis des fois, tu l'écoutes? Je suis, alors. C'est sympathique. Je suis abonné à sa chaîne YouTube. Ouais, d'accord. Donc, je vois ce qu'il poste, je suis intéressé par ses publications, et je trouve que dans une logique d'expérimentation, j'apprécie voir ce qu'il fait. Ah ben ça c'est sûr que ce sera l'être humain le plus traqué au monde et il aura quand même apporté ça parce que c'est vrai que tous les trucs de longévité, chaque étude en fait a ses limites puisqu'on va étudier un sujet particulier pendant un an, etc. Lui il est traqué de la tête aux pieds, H24, il est parti pour le faire tous les années. Donc il va peut-être apporter quelque chose. Après à titre perso, c'est vrai qu'il a pas mal d'humour de second degré et tout. Maintenant, j'ai dans le storytelling, j'ai vu qu'il avait quand même il y a quand même un business derrière. Lui, il a un business derrière qui s'appelle The Blueprint. Ouais, où il vend son huile d'olive, alors voilà, son petit porridge alors, du matin. Est-ce que c'est vraiment un millionnaire? Est-ce que c'est pas un business? Je sais pas. Moi, j'ai pas creusé le truc. Non, je crois qu'il est vraiment multimillionnaire. Il est vraiment multimillionnaire. Parce que la vente de sa première entreprise, qui est Venmo, je crois, un truc de paiement en ligne, c'est quelque chose de public. D'accord, donc c'est un vrai multimillionnaire. Sur ça, il a pas pu mentir. Ok. Et je crois qu'il l'a vendu 400 millions, quelque chose comme ça. D'accord, donc il a une retraite confortable. Il a une retraite confortable, et c'est justement un peu son discours en disant, j'ai pas besoin d'argent, donc je fais ça vraiment dans une volonté très altruiste. Non, mais c'était juste normal comme ça. Je sais pas, je me suis vraiment pas penché sur le truc. C'est vrai que depuis que j'ai vu qu'il y avait The Blueprint, qu'il y avait un business et tout, je me suis dit, bon, il y a peut-être un truc. Après, je le connais pas, ça se trouve, c'est un sombre charlatan. Je pense on saura pas. Qui va arnaquer peut-être en commentaire, on aura des gens qui connaissent un peu, qui ont eu affaire à lui. Non, mais bon, voilà, je regarde ça d'un œil amusé, intéressé. Après, bon, le personnage, au début, c'est vrai qu'il a. Je sais pas s'il fait de la bonne publicité pour le biohacking parce qu'il a quand même une tête particulière et il fait un peu gourou, freak, ouais, un peu. Il fait un peu gourou. C'est clair. Il a ce côté. Je pense qu'il joue de ça aussi. Oui, voilà, il y a un ensemble de trucs. Bon. Ouais. On verra. Attends, c'est le début. On va voir jusqu'à quel âge il vit, quelle santé, etc. Pourquoi pas, hein. Pourquoi pas. En tout cas, c'est le cobaye le plus riche du monde. Et le plus analysé, le plus analysé au monde, ouais, c'est sûr. Donc, on a fait un petit point sur la longévité et comment l'optimiser. Bon, effectivement, il y a des habitudes qui sont très claires et qu'on connaît, hein. Santé cardio-respiratoire, masse musculaire, masse grasse, sommeil, alimentation, etc. Ouais. De manière très pragmatique. Si moi, demain, j'ai envie que ma peau, elle vieillisse moins vite. Ouais. Autre que l'exposition au soleil, contrôler l'exposition au soleil, etc. Est-ce qu'il y a des choses que je pourrais faire comme, je sais pas moi, des massages du visage, de la gymnastique du visage. Je suis tombé sur ça. Oh là là, la tête. Gymnastique du visage, sérum particulier, sperme de saumon comme j'ai pu le voir quelque part, pour le collagène, je crois, un truc comme ça. Ouais, alors, bon, t'as évoqué vraiment tout. Débrouille-toi avec j'ai merde de toi. Alors, on va commencer peut-être par le skincare, c'est-à-dire les produits. Il y a, bon, effectivement, ça c'est tout un pan de la médecine et également de l'industrie, puisque c'est une industrie quand même qui est très florissante. Disons qu'il y a des dizaines d'actifs. Il y en a beaucoup. Souvent, on est un peu perdu. Pour le vieillissement, pour la prévention du vieillissement, donc les actifs les plus pertinents sont ceux pour protéger la peau, la crème solaire. Et il y a un actif quand même qui est plus étudié que les autres, plus efficace que les autres, c'est le rétinol. Ok. Ça, c'est vraiment à mettre un cran au-dessus de tout le reste. Donc rétinol, c'est pas du bullshit. Ah non, le rétinol, c'est tout sauf du bullshit. Okay. Le rétinol, c'est un dérivé de la vitamine A. Il est utilisé en dermatologie, enfin de la famille du rétinol pour lutter contre l'acné, etc. C'est pas la même chose, mais non, ça c'est une molécule qui est très étudiée, des dizaines d'études solides, etc. Donc le rétinol, les actifs au rétinol, les produits avec du rétinol, ça c'est vraiment à mettre en numéro 1. La crème solaire, le rétinol, crème hydratante, et après tu as dizaines d'actifs qui sont intéressants, tu vois, le tocopherol, enfin il y en a le niacinamide, il y a plein de choses. La problématique de ça, c'est que c'est un peu une jungle. Ça peut être un gouffre financier. Il y a des gens qui sont passionnés de ça, donc ils vont mettre toute une partie de leur temps, de leur énergie, de leur budget à consacrer à ça. Pour les gens qui nous écoutent et qui veulent faire très simple, crème solaire, et si vous voulez faire quelque chose en plus de la crème hydratante, une crème de nuit à base de rétinol, et c'est déjà très bien. Est-ce qu'on pourrait estimer la
l'incidence que ces soins pourraient avoir sur le vieillissement de la peau? Est-ce que c'est un peu comme les compléments alimentaires, dans le sens où on peut très bien devenir musclé et améliorer ses performances sans compléments alimentaires, mais si on en consomme, peut-être que ça va faire une petite différence. Est-ce que c'est un peu la même chose pour la skincare ou ça fait une grosse différence? Appliqué sur le long terme, ça fait une vraie différence. C'est pas. Alors c'est pour ça aussi que je reviens, tu vois, un peu toujours à la même philosophie de simplification. Ouais. Tu vois, c'est un peu la loi de Pareto, quoi. Tu vas avoir 80%. 80-20, ouais. Voilà. C'est des effets qui sont sur le long terme, donc restons simples. Et effectivement, sur le long terme, tu vas avoir des différences. Je suis pas capable de les chiffrer. Oui, parce que ça dépendra d'une personne à l'autre. Voilà. Peut-être qu'il y a des études là-dessus qui peuvent comparer. J'ai pas ces chiffres en tête. Mais effectivement, on le voit même de façon empirique. Moi, dans mes patients, etc. Je le vois. Ceux qui utilisent des crèmes depuis longtemps, qui font attention et tout, on voit clairement une différence. De la même façon que on voit ceux qui fument, qui ont un mode de vie malsain, on voit ceux qui prennent soin de leur peau, qui protègent du soleil, qui utilisent des crèmes depuis de nombreuses années. Oui, on voit une différence. C'est sur le long terme. Et c'est une différence qui est qui est visible. D'accord. Donc on a tout intérêt à prendre ça quand même au sérieux. On a tout intérêt à prendre ça au sérieux. Ok. Parce que tu sais, il y a toujours deux écoles, hein. Ceux qui sont partisans de la skincare et qui vont avoir 10 000 produits, et d'autres qui vont jamais même pas se laver le visage parce que la flemme. Voilà, c'est la voie du milieu. Il peut y avoir trouver un juste milieu. On est d'accord. Un juste milieu. Moi, je pense que, la skincare, clairement, sur certains aspects, oui, on a des effets démontrés. Et notamment la protection et le rétinol. Okay. Et après, encore une fois, je te dis, il y a beaucoup de business derrière la skincare. Il y a aussi beaucoup de gens qui ont des routines très longues parce que ça les. Alors, il y a quand même un effet aussi qu'il faut pas négliger. C'est l'aspect. Moi, j'ai beaucoup de patientes qui ont des routines skincare qui sont pas forcément pertinentes parce qu'elles ont 1000 produits. Mais ça les détend. C'est un rituel. C'est un rituel. En médecine, il y a l'effet placebo, qui est quelque chose qui existe. Et bon, c'est leur sous. À partir du moment où c'est pas des produits qui sont nocifs, mauvais pour la santé, etc. Et qu'on les vend pas comme des trucs miracles. Du snake oil, comme. Ouais. Alors concernant la gymnastique et le yoga, alors bon là, je vais pas me faire beaucoup d'amis parce que on n'a pas d'effet démontré sur le rajeunissement. Je crois que le principe, est-ce que c'est pas de détendre les muscles du visage ou un truc comme ça? En fait, on sait même pas. Si, alors disons que si les études, on a rien de très concret. Ouais. Peut-être qu'il y a un ou deux trucs, mais les bénéfices qu'on peut avoir, c'est le drainage lymphatique. Ça, c'est certain. Donc, on draine la lymphe, comme on fait sur les jambes, etc. Ça fait du bien. L'aspect apaisant. C'est important en médecine. Le pouvoir de l'esprit, c'est vrai qu'on le sous-estime très souvent. Et puis détendre les muscles. Détendre les muscles, ça permet de quand ils sont moins actifs, le visage se met au repos, on a moins de rides. Le Botox, c'est ça. Le Botox, c'est des injections pour mettre les muscles au repos et qui vont permettre d'estomper les rides temporairement. Je savais même pas. Je pensais que le Botox, c'était pour combler. Ça, c'est l'acide hyaluronique. Ah, ok. Ça, c'est l'acide hyaluronique. Okay. Acide hyaluronique, c'est un filler, un produit de comblement. Et le Botox, ça te met les muscles au repos. Et donc, du coup, les rides s'estompent pendant la durée où c'est actif, quelques mois, quoi. Ah, c'est pour ça que tu peux plus, par exemple, monter les sourcils, voilà. ou avoir des expressions très très marquées. Ouais, exactement. T'as moins de mimiques. Quand c'est bien fait, tu gardes quand même la mimique. Oui, bien sûr. Mais quand c'est fait à outrance, effectivement, tu peux avoir un faciès figé. Donc ça, c'est quand c'est pas très bien fait. Moi, je fais pas ça. Et très bien. Ouais, je fais très bien. Et donc mettre les muscles au repos. Si les massages permettent de mettre les muscles un peu au repos, oui, on aura des effets positifs. Même si c'est sur quelques heures, puisque le Botox a duré quelques mois, quand on fait des massages, on va avoir des effets sur quelques heures, mais ça, c'est assez positif. Mais comme ces approches-là sont pas scientifiques, tu as aussi des exercices de musculation, de tonification qui sont pas forcément ce que l'on recherche. Puisqu'on sait que quand on vieillit, en fait, il y a une des caractéristiques du vieillissement qui font que les muscles se mettent moins bien au repos. Les muscles du visage sont toujours un peu crispés quand on vieillit. Et donc, faire la musculation du visage, parce que dans la gym faciale et tout, il y a des exercices aussi de musculation. Ça, c'est un contresens. Donc, bon, c'est des sujets que je connais pas très bien. Je sais qu'il y a beaucoup de business qui se développent autour de ça. C'est parce qu'il y a aussi un peu dans tous, on a envie d'un truc un peu miracle. Un peu miracle, de rapide. Ouais. Donc, on voit beaucoup de témoignages. Je vois pas beaucoup de photos avant-après de bonne qualité. Je laisse à chacun. Bon, en tout cas, j'y vois pas. Hormis ça peut pas faire de mal. Voilà, j'y vois pas.
il y a, à part l'aspect financier, si c'est des formations, des cours coûteux, etc. Sinon, j'y vois pas d'aspect non plus délétère. Donc bon, chacun fait comme il l'entend. Si les gens qui font ça, ça leur fait ressentir du bien-être et qu'ils se trouvent plus frais après, moi, ça me pose, en tant que médecin, ça me pose pas de problème. Bien sûr. T'as mentionné la lymphe. Donc qu'est-ce que c'est exactement? La lymphe, c'est l'eau qu'on a dans le corps. Enfin, je simplifie. Il y a des électrolytes, etc. Mais c'est, tu sais, quand tu te râpes et que t'as comme de l'eau qui sort et que c'est pas du sang, ça, on en a partout dans le corps. Et c'est intéressant de la drainer pour pas qu'elle s'accumule, c'est ça? Ouais. Alors, on a tout un système, comme on aurait des artères et des veines pour le sang. On a des capillaires qui drainent la lymphe, mais parfois, ils sont un petit peu feignants. Et puis, les ganglions, etc. Des fois, ils sont un peu feignants ou ils se mettent un peu au repos. Et puis, c'est pour ça que, par exemple, quand on dort, qu'on passe la nuit avec le visage qui est bas, le matin on est un peu plus boursouflé parce que la lymphe s'est un petit peu accumulée et donc c'est sûr que tu vois bien qu'on est un peu boursouflé et puis on prend une meilleure tête entre guillemets dans la journée. Le drainage lymphatique, ça permet de faire ça, d'activer un peu le système lymphatique, les capillaires, les ganglions et puis le fait qu'on soit drainé nous donne souvent meilleure mine au niveau du visage. Ok, donc ça, permettre l'évacuation ou la circulation plus facile. Lymphatique, mais ça se fait également au niveau des jambes, les personnes qui ont des problèmes ça leur fait beaucoup de bien, ouais. Et c'est marrant que tu mentionnes le sommeil parce que j'ai déjà vu plein de personnes qui recommandaient de ne jamais dormir sur le côté ou sur le ventre parce qu'on avait le visage comprimé contre le matelas. Ouais, ça c'est vrai. Ça peut vraiment faire apparaître des rides. Ah oui, il y a des rides de sommeil qui sont que d'un côté, etc. Ouais, quand on dort toujours d'un même côté. Ouais, ça c'est un vrai truc. Il faut alors, mais c'est pas facile à contrôler. Hein. Je dors tout le temps sur le ventre. Ouais, côté ventre. Tout le temps sur le côté, mais on peut contrôler beaucoup de trucs dans sa vie, mais alors comment on se tourne pendant qu'on dort, c'est pas évident. Oui, théoriquement, c'est vrai que on va moins se marquer en dormant sur le dos, et c'est vrai qu'il y a un aspect mécanique à l'apparition de rides, au vieillissement. On le voit. Je crois qu'il y a une photo de. C'est Anthony Hopkins, l'acteur du Seigneur des Anneaux, là, qui est, on voit que c'est tout un côté qui est beaucoup plus marqué parce qu'il va dormir sur ce côté. C'est connu, ça. C'est un vrai phénomène. Ah ouais, d'accord. Ah ouais. Parce que tu vois, c'est quelque chose de mécanique, de répétitif, tout au long de. Et c'est un peu comme les expressions où, voilà, c'est tout répétitif, chaque jour, etc. Et, c'est vrai que, essayer de dormir sur le dos. Moi, je le fais pas, j'arrive. Bon. Pas facile. Comme tu dis, on peut contrôler beaucoup de choses. Ouais, ça c'est pas évident. C'est compliqué de contrôler ça. Pas évident, ouais. Est-ce qu'on doit, je vais réfléchir comment formuler ma phrase. Vas-y. Est-ce qu'on doit éviter d'encourager les gens à faire de la médecine esthétique? Est-ce qu'on doit les éviter d'encourager les gens? Ou est-ce que c'est... Je me savonne la planche et que... Ou est-ce que c'est tellement... Non, mais après, en toute transparence, ou est-ce que c'est tellement anodin? Ah non, c'est jamais anodin. Ça, c'est sûr que c'est... Moi, mon discours, il est de... Alors, je vais avoir un discours un peu nuancé. C'est-à-dire que la médecine esthétique, la chirurgie esthétique, globalement, a une mauvaise image. Pourquoi? Parce que tout ce qui est relayé un peu dans les médias, les réseaux et tout, c'est toujours le côté spectaculaire, le raté, l'influenceuse, le pillow face, la personne qui est trop injectée, le truc qui fait vendre, le truc un peu buzz, quoi. Ça, c'est un patient sur 1000 ou... Il y a le biais de confirmation, c'est-à-dire que si on croise quelqu'un dans la rue qui est trop injecté, on va se dire c'est ça la médecine esthétique. Non, mais parce qu'on a croisé 100 personnes qui avaient des injections qui étaient bien faites, tu vois. En fait, on a une mauvaise image un peu déformée de. Le bon travail, c'est celui qui ne se voit pas. Exactement. Quand on ne le voit pas, on peut pas penser qu'ils ont fait de la chirurgie ou de la Exactement. médecine esthétique. Donc, mon premier message est de dire que lorsque c'est bien fait, et la plupart des médecins aussi sont très bien. Consciencieux. Ah oui, il y a toujours des charlatans, mais globalement, moi je le vois, je fréquente beaucoup mes confrères lors des congrès, etc. L'écrasante majorité sont très bien, sont des gens très bien formés, qui ont beaucoup d'éthique. Alors, c'est des médecins qui gagnent bien leur vie, donc ils s'en foutent de faire un patient en plus, etc. Ils sont pas avides donc la plupart du temps, ils ont beaucoup d'éthique et ils travaillent très bien. Donc vous pouvez être rassuré sur ça. Les complications, elles sont bien maîtrisées, elles sont rares. Mais il peut y en avoir, effectivement. Donc, le risque zéro n'existe pas. Le risque zéro n'existe pas. Donc, déjà, attention à tous ceux qui font des pratiques illégales de la médecine, parce que ça, on en voit plein, hein, tu sais. Oui, sur les réseaux et tout, Et là, tu parles de chirurgie ou de médecine ou des deux? Non, chirurgie, on n'en voit pas, mais heureusement. Mais médecine, tu vois des gens qui sont pas médecins, qui injectent clandestinement, qui louent des apparts, qui font des trucs au rabais, ça existe. Hein. Ah ouais. Ça, c'est des phénomènes. Ouais. Ça, c'est la recette parfaite pour que quelque chose se passe mal. Ah oui, on le voit. Ça, on récupère de plus en plus. Alors,
Quand c'est juste un résultat qui est esthétiquement pas joli, c'est pas grave, ça finit par passer parce que c'est des produits qui sont résorbables, mais il y a des complications parfois très graves avec les injections. Les médecins les connaissent, savent les diagnostiquer, les reconnaître et les traiter en urgence. C'est une histoire d'heures. Et donc, ce que je voulais dire également, c'est ça, c'est que il faut pas banaliser. Même si 99,9% du temps des actes de médecine esthétique faits par des médecins se déroulent très bien, eh bien, il suffit que ça tombe sur soi, la complication, pour qu'on le vive mal. Donc il faut en avoir conscience. Et en médecine, on parle de consentement éclairé. Ça veut dire qu'avant de faire un acte, on explique au patient les choses de façon à ce qu'il puisse le comprendre, pas des termes trop techniques. Bien sûr. Et que le patient il comprenne ce qu'il va faire et qu'il comprenne voilà les avantages et les inconvénients. Donc un discours pour rassurer les gens. La médecine esthétique, c'est pas que des fous qui veulent ressembler à un chat, je sais pas trop quoi. Il y a 99% des gens, c'est des gens tout à fait normaux qui ont un complexe ou qui veulent paraître un peu plus frais, etc. 99,9% des gens, c'est des gens normaux. Et attention quand même à ne pas banaliser, ça reste de la médecine. Voilà, tu vois, même si ça se passe très bien et qu'on n'est pas malade et tout, ça reste de la médecine et donc il y a toujours des complications potentielles qui peuvent arriver. Je vais être très transparent avec toi. J'ai toujours eu plutôt une image négative de la chirurgie et de la médecine esthétique. Ça m'étonne pas. Après, aujourd'hui, ça change un peu, mais pas parce que mon image a changé, mais surtout parce que je suis partisan de se renseigner sur quelque chose avant de prendre une décision et pas d'avoir une idée, tu vois, qui est complètement figée, de se dire ça c'est nul. Les gens qui font ça, ils ont pas confiance en eux. C'est une catastrophe. Ils devraient aller chez un psychologue plutôt que d'aller chez un chirurgien. Mais c'est sûr que s'assumer, c'est le mieux puisqu'il y a pas de, mais c'est pas toujours possible. C'est pas toujours en fait, il y a des gens qui disent, il faut s'assumer, mais ça, c'est un mantra. C'est difficile de s'assumer. On choisit pas. Il y a des gens qui vont avoir une force de caractère. Et il y a des patients qui ont entre guillemets, un défaut. Ça dit, je sais pas, moi, un très grand nez, les oreilles très décollées. Je parle pas de moi, hein, mais qui le vivent très bien. Et d'autres qui vont avoir un petit défaut qui semblerait anodin, mais ça va leur pourrir leur existence. Mais je vais te dire un truc qui va te parler. Moi, je comprends tout à fait ta vision. Moi aussi, si j'étais pas dans le métier, j'aurais la même vision que toi. Je suis des années 80, je suis 1980. Et moi, quand j'avais 15-20 ans, on disait ça, la musculation. Ouais. La musculation, c'était le kéké des plages, le Kevin des plages. Ouais. Et aujourd'hui, ça a beaucoup changé. Et c'est bien, parce qu'on sait qu'aujourd'hui, que le muscle, c'est un organe de la longévité. Et donc, en fait, faire de la musculation, c'est même recommandé par l'OMS 2 fois par semaine. Bien vu, maintenant. Maintenant, c'est bien vu. T'as plus honte de dire que tu vas à la salle de sport 2-3 fois par semaine. Bien sûr. Et c'est une bonne chose. Mais moi, je me rappelle, quand j'étais jeune, on avait une mauvaise image. C'était les kékés, c'était le dopage. Il n'y avait pas cette approche de la santé. Ouais. Et tu vois que ça a changé. Des mecs comme toi ont participé à ça. Merci. Et en bien, tu vois. Et donc, je pense qu'on a le futur de la chirurgie plastique, de la médecine esthétique, c'est que ça devienne une certaine sagesse. C'est-à-dire que c'est une discipline qui est jeune encore. Et en fait, je pense que dans quelques années, on parlera plus des buzz, des gens trop injectés. Tout ça va devenir quelque chose de plus normal, de plus sain, entre guillemets. Et l'image va aussi suivre. Mais je comprends parfaitement cette image négative. Ça sera pas forcément banalisé, mais en tout cas, on comprendra mieux le processus. Voilà. Et la médecine aussi sera pratiquée avec plus un âge de raison, tu vois. Bien sûr. Et je plaide aussi. Ce sera de la maturité, en fait. De la maturité. Ouais. C'est une discipline qui est jeune. Et puis, en France, on n'est pas les pires. Je vois, moi, tu vois, quand je vois des congrès internationaux et tout, des fois, c'est vrai que je vois la tête de mes confrères eux-mêmes, d'Amérique du Sud, de Russie ou comme ça. Je vois qu'ils ont pas les mêmes. Mais il faut dire aussi que les standards esthétiques sont pas les mêmes. Oui. Les critères, l'éthique aussi, c'est-à-dire je fais pas, c'est aussi dépendant de sa culture. C'est-à-dire que, par exemple, dans une culture anglo-saxonne, une patiente qui va demander, je te donne un exemple, des prothèses énormes. Le médecin, il dit, OK, est-ce que tu vas payer? Oui. Est-ce que tu comprends les avantages et les inconvénients? Oui. Je te le fais. Tu vois, ça, c'est dans une culture anglo-saxonne, on fait. En France, on va plutôt avoir tendance à dire, t'as pas de poitrine, je te fais une poitrine, je soigne le complexe. Maintenant, si tu veux avoir des seins comme ça, on n'est plus dans le domaine du complexe. On est dans un domaine, tu veux te transformer. Donc, on aura plus de réticence. C'est-à-dire que l'éthique, on va pas mettre le curseur au même endroit. Ouais. Et donc, ça aussi, en fonction des cultures, des périodes et des pays, ça change aussi un peu plus ou moins. Après, j'ai entendu quand même qu'il y avait des rites de passage en Corée du Sud où, à partir de 20 ans, si t'as pas fait une petite opération... Ouais, c'est vrai. Mais il y a des choses, moi, honnêtement, il y a des choses qui sont critiquables dans ces phénomènes de société et avec la chirurgie plastique. Ouais, effectivement. La Corée du Sud, je crois que c'est les plus gros consommateurs de chirurgie plastique au monde, devant même le Brésil. Mais ouais, c'est vrai que
Ça, je trouve pas sain. C'est-à-dire que d'avoir absolument besoin de passer par la chirurgie plastique pour exister dans la société, effectivement, je trouve que ça c'est une dérive. Je trouve que c'est pas sain. Et ça c'est quelque chose qui est une pathologie de la société entre guillemets. Ouais, c'est pas. Est-ce qu'il y a des mythes ou des idées reçues qu'on pourrait essayer de démonter aujourd'hui sur la chirurgie esthétique ou la médecine esthétique, qui toi, quand tu les entends, te font un peu dresser les poils? Bah, il y a un peu ce dont on parlait c'est-à-dire sur les trucs extrêmes, hyper grosse poitrine, hyper grosse lèvres et tout. Il y a un peu ce biais de confirmation qui fait qu'on a l'impression que c'est ça. Ça, c'est un peu frustrant parce que c'est un tout petit pourcentage et l'esthétique, c'est un petit pourcentage la chirurgie plastique, c'est une magnifique spécialité. On soigne les enfants qui ont des fentes, qu'on appelle les bacs de lèvres. On soigne les grands brûlés. On répare les gens qui ont eu une fracture de cuisse et qui ont l'os exposé. On va faire en sorte d'éviter l'amputation. Les femmes qui ont eu des cancers du sein, on les répare. C'est une discipline qui est magnifique. L'esthétique, c'est une partie limitative de ça, qui est très intéressante. Et entre guillemets, les trucs spectacles, les ratés, les abus, etc., c'est vraiment un tout petit pourcentage. Et en fait, on voit que ça. Ouais. Ça, c'est vrai que ça me frustre un petit peu. Je le comprends, hein, parce que évidemment, encore une fois, c'est le sensationnel, qui fait vendre. Donc ça me gonfle un petit peu. Après, l'autre truc qui me gonflait aussi, très clairement, c'était ces influenceuses qui mettaient ça en avant, devant un public jeune, tu vois, qui faisait comme si c'était cool d'avoir une chirurgie esthétique. Devant leur audience qui est souvent des gens qui sont influençables, influenceurs, influence, hein, ouais. Et donc c'est vrai que ce sont des adolescents parfois, des adolescents qui sont une période de adultes, voilà exactement, qui sont dans une période de construction, ouais. Qui sont pas forcément à l'aise avec leur image parce que ça fait partie de cette étape-là de la vie, et donc de se prendre ça, c'est leur idole, dire la chirurgie esthétique c'est cool, je veux lui ressembler. Ça, je trouvais que c'était une erreur morale, vraiment une erreur morale, et franchement ça me gonflait. J'ai l'impression que c'est un peu moins marqué qu'il y a quelques années. Je crois qu'il y a eu une petite guerre envers les influenceurs, tu vois, qui grossissaient le trait comme ça. Ouais. Peut-être que oui. J'ai l'impression que oui, il y a une période télé-réalité, influenceurs j'ai l'impression que ça redescend un petit peu. Tant mieux. Si c'est ça, tant mieux, parce que je pense que c'est des gens qui pourraient prôner tellement d'autres choses. Que voilà, il n'y a pas besoin de tomber là-dedans. Ça m'énervait beaucoup. Ça passe aussi peut-être par le fait que ça devient de plus en plus mature. Je parle pas des influenceurs, je parle de la chirurgie. Alors après, il y a aussi les médecins qui se disent je vais faire je sais pas moi une vidéo avec tel ou tel influenceur, ça va me faire de la pub et tout. Bon, c'est vrai que ça existe, ça. Ouais, ça existe. Alors on est quand j'ai dit la plupart de nous on est très éthique, etc. C'est vrai, mais on est aussi des êtres humains, donc on a des égos, on a tous ces trucs. Donc là aussi, c'est un peu ce que je disais. Je pense qu'on est encore un peu, cette discipline a encore certains traits de maturité à acquérir, mais j'ai l'impression que c'est quand même que ça évolue un peu dans le mieux. C'est mon avis, ouais. Si on reparlait d'un peu de longévité et d'espérance de vie, mais aussi de bonnes habitudes à avoir, si tu devrais décrire le quotidien parfait pour rester jeune. Je veux avoir une belle peau, je veux paraître 10 ans de moins que mon âge. Je comprends ta question. Ça ressemblerait à quoi? Alors, c'est une question difficile, mais c'est on a le temps parce que c'est à l'échelle d'une journée, et la longévité c'est plutôt à l'échelle d'une vie. Mais bon, on pourrait dire quoi? Alors, par exemple, le jeûne intermittent, de plus en plus étudié, ça convient pas à tout le monde, mais on sait que on a tendance en Occident à peut-être manger trop souvent, etc. Par habitude, parfois. Par habitude, par confort, par facilité. Ouais. C'est facile. Et en plus, malheureusement, les aliments pas bons pour la santé sont facilement accessibles dans les distributeurs. En fait, tu vois, si dans les distributeurs à la gare, au lieu d'avoir des Snickers, il y avait des pommes, et déjà, tu vois que là, le choix sain serait le choix facile. Mais malheureusement, c'est pas ça. Donc donc, on sait aujourd'hui que le jeûner plusieurs heures par jour, 14, 15, 16 heures en fait, c'est un petit peu la même chose que au niveau physiologique que la restriction calorique. C'est-à-dire que on a les mêmes effets que on sait que la restriction calorique, c'est-à-dire manger un petit peu moins de calories que ce qu'il nous faudrait, dans les modèles animaux,
chez les souris, chez les primates et tout, ça va augmenter l'espérance de vie. C'est pas le cas chez l'être humain. On n'a pas ces preuves, notamment aussi parce que chez le sujet âgé, eh bien, la sarcopénie, le fait d'avoir l'affaiblissement musculaire va entraîner des problèmes de santé. Donc, on n'a pas cette notion chez l'être humain. Mais ce qui est probablement sûr, c'est que l'excès n'est pas terrible pour le vieillissement. Ça, c'est sûr. Ouais. Ça, c'est sûr. Ça, c'est certain. Néanmoins, le jeune va un peu mimer les mêmes effets cliniquement et biologiquement que la restriction calorique, c'est-à-dire ça améliore la sensibilité à l'insuline, ça va diminuer le taux de mauvais cholestérol, augmenter le HDL, le bon cholestérol, diminuer la circonférence du ventre, graisse viscérale, etc. Tout à fait. Et donc on peut commencer la journée comme ça. C'est un exemple, il y a plein de façons de faire. Oui, demande à moi comment. Ensuite, est-ce qu'on met sa crème solaire avant de sortir de chez soi? Oui. Surtout s'il fait beau, tu vois, là on est en été, un peu de crème solaire avant de sortir de chez soi. Ensuite, alors, le premier truc, et peut-être le plus important, c'est pourquoi je me lève le matin. Ça, c'est primordial. Ça, tu vois, c'est les trucs qu'on oublie, parce que c'est vrai qu'on parle de médecine, de trucs scientifiques et tout. Si on n'a pas de but dans la vie, en fait, un truc qui nous anime, tu vois, c'est la notion de ikigai, tu connais en japonais, les Anglais appellent ça the purpose, avoir une sorte de but dans la vie, pas forcément un but, mais quelque chose qui nous anime. Ça peut être sa carrière, ça peut être sa chaîne YouTube, ça peut être sa famille, ça peut être n'importe quoi, la peinture, n'importe quoi. Ce qui nous stimule. Si on n'a pas ça, si on n'a pas cet élan de vie, si on le perd, eh bien, déjà, ça ampute notre espérance de vie, ça ampute notre longévité. Ça et l'optimisme, c'est pareil. L'optimisme est un caractère inné, mais ça se travaille aussi par la gratitude, etc. Les gens optimistes vivent plus longtemps que les gens qui sont négatifs. Donc c'est pour ça que c'est pas un bon calcul de se réveiller, de prendre son téléphone, de scroller, sachant qu'on va être dirigé vers des choses qui sont en général négatives parce que c'est ce qui fonctionne le mieux. Ah ouais, c'est vrai? Ah ouais, bien sûr. Bon, ça je savais pas. Oui, alors ça c'est peut-être pas la meilleure habitude. Après, dans la journée parfaite, avoir un bon repas équilibré, bon, on en a un peu parlé, on pourra en reparler, avec des gens qu'on aime. Partager un moment. Le repas, les connexions sociales, c'est primordial. Donc, quand on mange un repas, on aura probablement plus de bénéfices pour la santé à manger le même repas avec un proche, avec qui on va échanger, etc. Donc, dans la mesure du possible, essayer dans la mesure du possible, de ne pas être devant son écran de téléphone, tout seul. S'isoler, l'isolement, c'est quelque chose qui ampute, pareil, notre longévité, notre espérance de vie. Et les connexions sociales, c'est quelque chose de primordial. Et puis, on sécrète aussi des hormones, etc. quand on est avec des proches. Intercaler une petite séance de sport. Alors, de façon générale, le sport, ça peut être un exercice de musculation, ça peut être de la mobilité, ça peut être du cardio. T'en as parlé il y a pas longtemps, tu t'es mis au cardio sur le tard. Tu vois, ça on y vient. Et donc cardio, ce soit du fondamental, de l'endurance, de la zone 2 ou alors du fractionné, il y a plein de façons de faire. Enfin, il y a plein de choses intéressantes. Puisqu'on parle du sport, on va aussi même extrapoler vers la non-sédentarité, c'est-à-dire bouger. On sait que encore pire que de ne pas faire de sport, c'est ne pas bouger. Ça, c'est la catastrophe. La sédentarité, être assis toute la journée. Il vaut mieux ne pas faire de sport, étiqueter sport et avoir un métier où on va être jardinier et bouger toute la journée que d'être un cadre. Faire 8 heures devant un bureau et après faire une séance de sport. Exactement. Ouais. Ça, on sait que c'est moins bien pour la santé. Donc, bouger naturellement, ça, c'est primordial. Donc, je dirais, aller à son repas, puisqu'on est toujours dans le truc de la journée, aller à son repas en marchant. Bon, c'est un peu bête tout ça, mais j'essaie de faire une journée parfaite. Travailler un métier qui nous anime, si c'est possible. Évidemment. Bon, c'est facile à dire, hein, tout ce que je dis, c'est facile à dire. Mais bon, on est dans le monde de l'idée là. Donc ouais, si on a un métier qui nous passionne, c'est sûr que ça va plus nous motiver. Après, qu'est-ce que je dirais? Donc rentrer chez soi, on va promener son chien. Très intéressant. Pour le contact avec un animal ou pas forcément? Les animaux, les chiens, les chats, les animaux de compagnie augmentent l'espérance de vie. Ouais, j'avais vu ça. On sécrète de l'ocytocine, il y a des liens d'affection. On va le promener, on va marcher, on va rencontrer des gens, on va bouger. Faire du lien. On va faire du lien. Ouais. Puis une personne âgée, parfois c'est sa seule interaction, c'est son chien. À un moment, j'ai vu qu'il y a quelques mois, il y avait une histoire de faire une taxe sur les chiens, etc. Je crois que c'était au niveau santé, je crois que c'était catastrophique. Quoi. Et je crois que ça n'a pas été fait d'ailleurs.
Après, on avance dans la journée, essayer de dîner avec sa famille, d'échanger, créer encore du lien. Au coucher, c'est vrai que le soir, c'est pas mal d'éviter un petit peu la lumière bleue des écrans, etc. Alors, les biohackers portent les fameuses lunettes oranges qui filtrent mais si on peut effectivement lire plutôt que d'être sur son téléphone. C'est toujours bon à prendre. Ouais. C'est toujours bon à prendre. On sait aussi que c'est pas mal de se calquer un petit peu sur le rythme nictéméral. Enfin, on a un rythme nictéméral, c'est-à-dire qu'on a une espèce d'horloge interne. Se calquer un petit peu sur le coucher et le lever du soleil. Voilà, le coucher et le lever du soleil. Dans la mesure du possible. Dans la mesure du possible. On sait, mais par exemple, que les gens qui travaillent de nuit ont une espérance de vie qui est réduite. Ouais. Qui est réduite. Bon, voilà, ça c'est des petites des choses simples. Alors tout ça, c'est la vraie difficulté, c'est arriver à mettre en place ça de façon pérenne sur des longues périodes, aménager sa vie. Mais c'est un projet de vie en fait. C'est tout sur le en fait sur le papier, il y a rien de très compliqué pour rester en forme longtemps. C'est ça qui est dingue, c'est que sur le papier, il y a rien de très compliqué. C'est plutôt la pratique. Ouais, c'est que ça l'a porté tout le monde. Parce qu'on a tous. En tout cas, voilà, je parle à nous, aux Français, aux Occidentaux, avec notre mode de vie. On a tous des vies difficiles, du stress. Gérer le stress, c'est pareil. Le stress, c'est un gros pourvoyeur de vieillissement. Donc, gérer notre stress, il y a rien de très magique. Et la difficulté, ça va être effectivement d'arriver à mettre en place des mécanismes où on arrive à avoir ces choix de vie de façon pérenne sur le long terme pour en bénéficier. Parce qu'encore une fois, si c'est faire une semaine parfaite, une journée parfaite, ça sert à rien. Ça sert pas à grand chose. Avec un minimum de friction exactement. Et pouvoir faire les meilleurs choix. Exactement. C'est vrai qu'on est un peu aussi, comment dire, on a cette déformation de vouloir la performance à tout prix et parfois sur une petite période. Donc avoir ses bonnes habitudes sur une semaine, un mois, parfois un an. Mais là, on parle de plusieurs décennies carrément. Ouais, on sait que même si il faut bien commencer quelque part. Oui, bah, tout à fait raison. Mais c'est vrai qu'on a cette façon de procéder, que ce soit sur la condition physique, le sport, l'alimentation, prendre des suppléments, etc. Il y a beaucoup de choix qui sont bons sur le court terme, mais dont on n'a pas les effets sur le long terme démontrés. Et c'est une des clés de la longévité est là, c'est-à-dire à arriver à automatiser ces phénomènes. Pas évident, hein, parce que la société un petit peu est contre nous. Tu vois, je reprends l'exemple du distributeur. Tout à l'heure, j'étais à la gare. Et c'est vrai, quand tu regardes un distributeur à la gare, un encas sympa, c'est impossible. C'est difficile. Il y a un petit. Alors, j'ai l'impression, encore une fois, je veux pas avoir un message trop alarmiste, mais j'ai l'impression que c'est un peu mieux. Tu vois, là aujourd'hui, tu peux trouver un petit truc d'amande noyé entre les sneakers et tout. Je sais, par exemple, à Singapour, au Japon, ben, tu vois un distributeur, tu vas avoir du thé, des œufs, plus de fruits et légumes. Il y aura aussi de la junk food, mais le choix par défaut va être un petit peu plus sain. Et ça, c'est facile. Il faudrait simplement que les pouvoirs publics s'en emparent, les industriels, etc. Et je suis sûr même que ça aurait un bon écho, ça, au niveau de, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui apprécieraient. Ah bah, complètement. Mais après, ils vont te sortir des excuses du genre, ah, mais la conservation, c'est compliqué. Un sneaker, tu le laisses 2 mois dans un distributeur, ça passe. Ce qui est pas faux. Une pomme, c'est mort. C'est pas faux sur ça. Donc il y a toujours ces alors des amandes, des noix. Ouais, ça c'est. Mais c'est vrai sur les fruits, il y a des explications aussi concrètes. Ouais. Ce qui devrait pas être une excuse, hein, mais ça peut être une excuse facile pour ceux qui la mettent en place. T'as raison. C'est dur de faire une journée parfaite comme ça, mais tu sais que il y a un exercice qui existe où on essaye de faire justement sa journée parfaite. C'est une forme de méditation où on va se caler 15 minutes et on va imaginer sa journée parfaite. Voilà, si tout était parfait, qu'est-ce qu'on ferait? À quelle heure on se lèverait? Qu'est-ce qu'on mangerait? Et pour la santé. Tu veux dire pour tout en fait, pour le purpose comme tu disais, pour la mission, pour savoir à quoi on aspire. Donc faire cet exercice mental de se dire je me lève à quelle heure? Qu'est-ce que je vais manger à midi? Quelle séance de sport je ferai? Où est-ce que j'habiterai? Avec qui je parlerai? Est-ce que je promène mon chien ou mon chat, etc., etc. Donc c'est un exercice que je recommande de faire. Je connaissais pas. C'est vrai que c'est très intéressant parce qu'encore une fois tout ce que je dis là, je donne le leçon à personne. Moi-même, oui, c'est généralisé. C'est généralisé, tu vois. C'est des choses qui sont pas faciles. Moi, par exemple, je sais que j'ai une gestion du stress qui est pas idéale, du sommeil qui est pas idéal, plein de trucs sur lesquels je fais un travail sur moi-même et j'ai des leçons à donner à personne. Simplement mais effectivement, réfléchir à sa journée idéale, c'est intéressant. En tout cas,
c'est une façon de concevoir sa santé qui est pertinente. Qui est pertinente parce qu'en fait, ça va pas à contresens d'autres objectifs de carrière, etc. Je pense même que c'est le contraire. Tous ces gens, tu vois, tous ces gens qui ont des carrières incroyables et tout, tu le vois, Jeff Bezos et tout, ils se mettent tous à s'intéresser à ces sujets-là. En fait, je pense que c'est pas du tout antagoniste avec des objectifs de vie matériels, de carrière, de réussite, etc. Bien au contraire. Ça peut être complémentaire. Je pense que c'est complémentaire. En tout cas, personnellement, j'essaye de vivre comme ça. Toi, oui. T'en es une bonne incarnation. J'espère. J'espère. Frédéric, où est-ce qu'on peut te retrouver? Où est-ce qu'on peut retrouver tes conseils avisés? Principalement sur les réseaux, à mon nom, Dr.Lange, dr.lange. On mettra les liens dans la description de toute façon pour qu'on puisse consulter tout ça. C'était une discussion hyper intéressante. Eh ben écoute, j'ai beaucoup Merci pour tous ces apprentissages. Écoute, la Blue Zone, etc. Bon, tu savais déjà beaucoup de choses. Ah ouais, mais t'as vraiment dépassé les conseils de coaching et de musculation. Je vois que quand même je me suis renseigné. Très informé, très à jour, mais c'est super parce que c'est une approche qui est vraiment, vraiment pertinente. Je me suis effectivement renseigné et j'essaye aussi d'incarner ce que je conseille, hein, donc forcément. Ça, c'est important, c'est sûr mais je pense que tu le fais bien. Merci Frédéric. merci beaucoup. Donc oui, on laissera le lien de tes réseaux dans la description. Et je suis curieux de savoir aussi ce que pensent les gens en commentaire. S'ils ont déjà été confrontés à la médecine esthétique ou à la chirurgie esthétique, quels sont leurs avis sur la question? Est-ce qu'ils ont une vision négative de la chose ou pas? Dites-nous ça dans les commentaires. On sera curieux de le lire. Me trachez pas trop quand même. Non. On est toujours nuancé dans les commentaires YouTube, c'est faux. Mais nous, on le prend toujours avec un peu de recul. Merci Nassim. Merci encore Frédéric. Merci à bientôt. Beaucoup. Ciao. Merci, à bientôt. Merci d'avoir visionné cet épisode avec Frédéric. Je vous recommande un épisode sur la digestion que j'ai tourné avec Victor. Épisode très intéressant qui a très bien marché. Si vous ne l'avez pas vu, la vidéo est juste ici. Vous avez juste à cliquer dessus.